Marianne Voss sortit de chez elle ce matin-là comme tous les matins. Manteau gris, sac en tissu sur l'épaule, les clés dans la main droite. Elle referma la porte derrière elle sans regarder devant, puis elle leva les yeux. Et elle s'arrêta. Un homme se tenait au bout de l'allée de gravier. Grand, immobile, les mains dans les poches, le visage tourné vers la maison. Il ne frappait pas, il ne sonnait pas. Il attendait seulement, comme quelqu'un qui connaît cette maison mieux que quiconque et qui n'a pas besoin de frapper pour entrer. Marianne le reconnut en une seconde, et ce fut cette seconde qui changea tout. Elle ne cria pas son nom, elle ne courut pas vers lui, elle ne pleura pas comme pleurent les mères quand elles revoient un enfant perdu après 15 ans. Elle resta debout sur le seuil, la clé serrée dans la main jusqu'à ce que le métal lui rentre dans la paume, et elle fit une seule chose. Elle sortit son téléphone et appela la police. Pas parce qu'elle ne savait pas qui il était, mais parce qu'elle savait exactement qui il était. Et parce que si cet homme faisait un seul pas de plus sur ce gravier, tout ce qu'elle avait protégé pendant 15 ans allait s'effondrer avant midi. Il pensait revenir pour retrouver sa mère, mais il n'était pas préparé à ce qu'il allait découvrir. Car dans cette maison en pierre grise, au bord d'une route de Lorraine, des choses s'étaient passées pendant 15 ans que personne ne lui avait dites. Des choses qui allaient tout changer. Ce qu'il croyait sur sa vie, sur sa mère, et sur le vrai prix de ces 15 ans de silence. Mais pour comprendre pourquoi Marianne Voss appela la police sur son propre fils, il faut revenir au début. À cette maison que le vent frappait chaque hiver. À une femme qui depuis 15 ans se levait à 5 heures du matin sans que personne ne sache pourquoi. En Lorraine, les matins d'hiver commençaient dans le noir. Avant le soleil, avant les voitures sur la route, avant que le village ne s'éveille. Et dans cette maison, au bout d'un chemin de gravier, une femme de 61 ans était déjà debout à 5 heures du matin, allumant le chauffage à mazout avec des mains qui tremblaient depuis que le médecin lui avait dit que son cœur fatiguait et qu'elle devait ralentir. Marianne n'avait pas ralenti. Elle ne savait pas comment. Marianne Voss vivait seule depuis 15 ans. Pas seule comme on est seul quand on n'a personne. Seul comme on est seul quand on a choisi de ne plus laisser entrer personne parce qu'on sait ce que ça coûte quand ils partent. Elle avait 61 ans. Les cheveux gris coupés courts, pas par coquetterie mais parce qu'elle n'avait plus de temps pour les choses qui ne servaient à rien. Les mains marquées par le jardin, par l'hiver, par 15 ans de matins trop tôt et de nuits trop courtes. Et dans les yeux, quelque chose que les gens du village appelaient de la force, mais qui était en réalité autre chose. Quelque chose qui ressemblait beaucoup plus à une fatigue si ancienne qu'elle avait fini par prendre la forme de la dignité. Elle se levait à 5 heures du matin, tous les jours, dimanche compris. Elle allumait le chauffage, préparait le café, découpait 2 tartines qu'elle mangeait debout devant la fenêtre en regardant l'allée de gravier. Ensuite, elle montait au premier étage, frappait doucement à 2 portes, attendait les bruits de l'éveil et redescendait préparer les cartables. 2 cartables, pas le sien. Les gens du village savaient qu'il y avait des enfants dans la maison de Marianne Voss. Ils les voyaient sortir le matin, 2 garçons aux cheveux sombres qui marchaient vite et ne regardaient pas les passants. Ils savaient que Marianne les accompagnait à l'école chaque jour, qu'elle les attendait à la sortie chaque soir, qu'elle ne prenait jamais de vacances, ne partait jamais le week-end, ne demandait jamais d'aide. Ce que les gens du village ne savaient pas, c'est qui étaient vraiment ces enfants. Marianne leur avait dit que c'étaient les fils d'une amie qui n'avait pas pu les garder. Elle avait dit ça simplement, sans détail, avec cette manière qu'elle avait de fermer les conversations avant qu'elles ne commencent vraiment. Les gens du village n'avaient pas posé d'autres questions. Pas parce qu'ils s'en fichaient, mais parce qu'il y a des femmes comme Marianne Voss dont le visage dit clairement qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Sous son lit, dans une boîte à chaussures, enveloppée dans un sac plastique noir comme si elle voulait qu'elle disparaisse, il y avait des documents, des actes de naissance, des papiers signés devant notaire, des photos d'un homme jeune aux yeux sombres qu'elle n'avait pas regardé depuis des années, mais qu'elle ne pouvait pas se résoudre à jeter. Et chaque nuit, quand les 2 garçons dormaient et que la maison était silencieuse, Marianne s'asseyait à la table de la cuisine avec son café refroidi et regardait le mur. Se demandant si ce qu'elle avait fait était juste, se demandant si un jour il reviendrait, se demandant ce qu'elle ferait si ça arrivait. Elle avait répété cette scène des milliers de fois dans sa tête. Elle savait exactement quoi dire, exactement comment tenir. Elle s'y était préparée pendant 15 ans. Et pourtant, ce matin-là, quand elle leva les yeux et le vit au bout de l'allée, ses mains tremblèrent. Les clés tombèrent sur les dalles du seuil avec un bruit de métal froid. Et tout ce qu'elle avait préparé disparut en une seconde.
Lucas Voss avait 27 ans la nuit où il disparut. Il était grand, les épaules larges, avec ses mains de son père qu'il n'avait jamais connu, et une manière de regarder les gens droit dans les yeux qui mettait certains mal à l'aise et en rassurait d'autres. Il parlait peu, pensait longtemps, et quand il prenait une décision, il n'y avait aucune force au monde capable de le faire revenir en arrière. C'était à la fois ce que Marianne aimait le plus en lui et ce qui l'avait détruite. Il vivait dans cette maison avec elle depuis toujours. Pas parce qu'il n'avait pas d'autre choix, mais parce qu'il n'avait jamais vu de raison de partir. Il travaillait dans le bâtiment avec une équipe du bourg voisin, rentrait le soir avec de la poussière de plâtre sur les bras, mangeait ce que Marianne avait préparé sans jamais demander ce que c'était, et s'endormait sur le canapé devant la télévision avant 22 heures. C'était une vie simple, pas brillante, mais réelle. Et puis il y avait eu Chloé. Chloé Renard était arrivée dans le village un printemps pour s'occuper de sa grand-mère malade. Petite, les cheveux noirs, une façon de rire qui prenait toute la pièce, Lucas l'avait vue une première fois devant la boulangerie et était rentré ce soir-là sans dire un mot, ce qui n'était pas inhabituel. Mais Marianne avait vu quelque chose dans ses yeux qu'elle n'y avait jamais vu avant. Quelque chose qui lui avait fait peur immédiatement, sans qu'elle sache encore pourquoi. Les premiers mois furent simples. Lucas et Chloé se croisaient, se parlaient, marchaient ensemble le long de la route départementale le soir après le travail. Marianne les regardait depuis la fenêtre de la cuisine, les mains à plat sur l'évier, et sentait quelque chose se resserrer dans sa poitrine, comme quand on sait qu'un orage approche, mais qu'on ne peut pas encore voir les nuages. La deuxième année, Chloé était enceinte. Lucas arriva un soir avec cette nouvelle dans les yeux avant même d'ouvrir la bouche. Il s'assit en face de Marianne à la table en bois, posa les deux mains dessus et lui dit qu'il allait être père, que Chloé et lui avaient décidé de garder l'enfant, qu'ils allaient chercher un appartement dans le bourg, que tout allait bien se passer. Marianne l'écouta sans l'interrompre, et quand il eut fini de parler, elle dit une seule chose, d'une voix basse et très calme, la voix de quelqu'un qui dit quelque chose qu'il a retenu trop longtemps. Elle dit « Cette fille te détruira, Lucas. Je le sais. Pars pas avec elle. » Lucas la regarda un long moment. Ses mains se serrèrent sur la table. Et il lui dit d'une voix qu'elle ne lui avait jamais entendue, froide et définitive comme une porte qu'on ferme à clé. « Tu ne la connais pas, maman. Tu ne connais personne d'autre que toi-même. » Il se leva, il monta dans sa chambre, et 3 jours plus tard, il partait avec une valise et ne regardait pas derrière lui en sortant par ce même portail en fer rouillé. Marianne resta debout sur le seuil, les bras le long du corps, et le regarda jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse au bout de la route. Elle rentra, elle ferma la porte, elle s'assit à la table. Et elle attendit. Ce que Lucas ne savait pas ce matin-là, ce que Marianne ne lui avait pas dit parce qu'elle ne savait pas comment le dire, parce qu'il y a des vérités qui arrivent trop tard ou trop tôt et ne trouvent jamais le bon moment, c'est qu'elle avait une raison de dire ce qu'elle avait dit. Une raison précise, concrète. Une raison qui avait un nom et une histoire, et des conséquences que Lucas allait mettre 15 ans à découvrir. Mais ça, c'est ce qui vient après. D'abord, il faut comprendre ce qui s'est passé pendant ces 15 ans dans cette maison en pierre, pendant que Lucas construisait sa vie ailleurs, sans savoir ce qu'il laissait derrière lui. La première année, Marianne attendit. Pas avec espoir, avec cette patience froide des femmes qui ont appris que pleurer ne change rien et que le temps passe de toute façon, qu'on le regarde ou non. Elle attendit un appel, une lettre, un signe que son fils était vivant et qu'il pensait encore à elle, même une fois par mois, même une fois tous les 6 mois. Rien ne vint. Elle apprit par la boulangère du village que Lucas et Chloé s'étaient installés à Metz, que Chloé avait accouché en novembre, 2 garçons, des jumeaux. Elle apprit ça debout devant le comptoir en bois avec son pain sous le bras, et elle dit merci, elle paya, elle sortit. Elle marcha jusqu'à la maison sans s'arrêter. Elle posa le pain sur la table, et elle s'assit dans la cuisine sans enlever son manteau pendant 1 heure entière, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur la porte d'entrée comme si elle attendait que quelqu'un entre. Personne n'entra. Marianne lut le mot 3 fois, le plia en 4, le mit dans la poche de son tablier, monta au premier étage, ouvrit la porte de la chambre où les 2 garçons dormaient encore. Resta debout dans l'encadrement, à les regarder respirer dans le silence du matin. Ils s'appelaient Noah et Théo. Ils avaient 2 ans et 3 mois, et à partir de ce matin-là, ils n'avaient plus personne au monde, à part une grand-mère qu'ils ne connaissaient pas encore, et un père qui ne savait pas qui les avait abandonnés,
autant qu'il avait abandonné tout le reste. Marianne referma la porte doucement, descendit à la cuisine, alluma le chauffage et commença à préparer le petit déjeuner pour 3. Elle avait des petits-fils, 2. Elle ne savait pas leur prénom. Elle ne savait pas leur poids à la naissance, ni la couleur de leurs yeux, ni si Lucas pleurait quand il les avait vus pour la première fois, comme pleurent les hommes qui ne s'y attendent pas. Elle ne savait rien, parce que son fils avait décidé qu'elle ne devait rien savoir. Et Marianne fit ce qu'elle savait faire dans ces moments-là. Elle continua. La deuxième année, elle reçut un appel. Lucas. Sa voix était différente, plus dure, avec quelque chose dedans qui ressemblait à de la fatigue, mais qui était autre chose. Il lui dit que les enfants allaient bien, qu'ils travaillaient, que tout allait bien. Il ne lui demanda pas comment elle allait. Il lui dit qu'il appelait pour qu'elle sache qu'ils étaient vivants, pas pour autre chose. Et il raccrocha avant qu'elle ait fini de parler. Ce fut le premier et le dernier appel pendant 7 ans. La troisième année, quelque chose arriva que Marianne n'avait pas prévu. Un soir de février, sous une pluie froide qui transformait le chemin de gravier en boue, une voiture s'arrêta devant le portail. Marianne entendit le moteur s'éteindre depuis la cuisine. Elle entendit une portière, puis une autre, puis des pas sur le gravier, lents et hésitants, comme quelqu'un qui n'est pas sûr d'avancer. Elle ouvrit la porte avant qu'on frappe. Chloé se tenait dans l'allée sous la pluie. Elle avait maigri. Les cheveux collés sur le visage, les yeux rouges, un manteau trop léger pour cette saison. Et derrière elle, accrochés à ses jambes comme s'ils cherchaient protection, 2 petits garçons aux yeux sombres qui regardaient cette maison inconnue sans comprendre où ils étaient. Ils avaient 2 ans. Marianne les regarda une seconde. Elle regarda Chloé, elle regarda les 2 garçons, et sans dire un mot, elle s'écarta pour les laisser entrer. Chloé entra, s'assit à la table en bois, et parla pendant 1 heure sans s'arrêter, la voix brisée et les mains tremblantes. Elle dit que Lucas était parti depuis 3 mois, qu'il n'avait pas laissé d'adresse, qu'il n'appelait plus, qu'elle n'avait plus d'argent, plus de force, que sa grand-mère était morte, qu'elle n'avait nulle part où aller, que ses propres parents ne voulaient plus la voir, que les enfants n'avaient rien mangé de chaud depuis 2 jours. Marianne écouta jusqu'au bout sans l'interrompre, puis elle se leva. Elle fit chauffer de la soupe, elle alla chercher 2 couvertures à l'étage, elle installa les 2 garçons sur le canapé du salon avec des coussins autour pour qu'ils ne tombent pas. Elle les couvrit. Elle resta debout à les regarder s'endormir, avec cette vitesse que seuls les enfants épuisés connaissent, en quelques secondes, comme si leur corps n'attendait que la permission. Puis elle retourna dans la cuisine. Chloé était toujours à table, les mains autour d'un bol de soupe qu'elle n'avait pas encore bu. Elle leva les yeux vers Marianne et dit d'une voix qui n'avait plus rien dedans. « Je ne sais pas quoi faire. » Marianne s'assit en face d'elle, la regarda longtemps, et dit une seule phrase, la même qu'elle avait dite à son fils 15 ans plus tôt dans l'autre sens, avec la même voix basse et la même certitude absolue. « Ces enfants ont mon sang. Ils ne bougeront pas d'ici. » Chloé resta 2 semaines. Elle essaya. Elle donnait le bain, préparait les biberons, s'asseyait par terre pour jouer avec eux. Mais la nuit, Marianne l'entendait pleurer dans la chambre du fond, avec cette discrétion maladroite des gens qui ont honte de leur propre douleur. Et chaque matin, Chloé se levait avec les yeux plus vides que la veille, comme une femme qui se noie lentement et qui ne cherche plus la surface. Un matin, Marianne descendit à 5 heures comme d'habitude. La chambre du fond était vide. Le manteau de Chloé n'était plus accroché à l'entrée. Sur la table de la cuisine, il y avait un mot écrit sur une feuille de cahier arrachée à la va-vite. 3 lignes. Une écriture tremblante qui allait dans tous les sens. « Je ne suis pas capable. Pardonnez-moi. Prenez soin d'eux. » Les premières années, Marianne chercha Lucas. Pas avec des détectives, pas avec des appels à la police. Elle n'avait pas les moyens pour ça, et de toute façon, ce n'était pas dans sa nature de demander de l'aide à des étrangers pour régler ce qui appartenait à sa famille. Elle chercha à sa façon, en silence, en écrivant des lettres à la dernière adresse qu'elle connaissait, à Metz, et en les récupérant 3 semaines plus tard, avec un tampon destinataire inconnu, à cette adresse. En appelant le seul ami de Lucas dont elle avait le numéro, un certain Marc qui travaillait dans le bâtiment, qui lui dit qu'il ne l'avait pas vu depuis plus d'1 an et qu'il pensait qu'il était parti travailler dans le sud. Le sud. C'était tout ce qu'elle avait. Elle posa le téléphone, regarda par la fenêtre.
Noah et Théo jouaient dans le jardin avec 2 bâtons qu'ils avaient ramassés dans les feuilles mortes, se battant comme se battent les garçons de 3 ans, avec une violence totale et sans rancune. Elle les regarda 1 minute entière sans bouger, puis elle retourna à ses occupations. Parce que chercher Lucas lui prenait du temps qu'elle n'avait pas. Et Noah et Théo étaient là, réels, présents, avec leurs dents de lait qui tombaient et leurs genoux écorchés et leurs cauchemars les mis de rage. Ils avaient besoin de quelqu'un maintenant, pas dans 6 mois, pas quand elle aurait retrouvé leur père, maintenant. Alors Marianne fit ce qu'elle savait faire. Elle continua. Elle travaillait 3 matins par semaine à la mairie du bourg voisin comme secrétaire administrative, un poste qu'elle occupait depuis 20 ans et qui lui rapportait juste assez pour le loyer, le chauffage, la nourriture et les chaussures d'école. Juste assez, jamais plus. Elle calculait chaque fin de mois avec un crayon sur une feuille de papier, jamais sur un téléphone, jamais sur un ordinateur, parce que voir les chiffres écrits à la main lui donnait l'impression de les contrôler. Elle ne s'achetait rien, pas par vertu, par nécessité. Son dernier manteau neuf datait de 7 ans. Ses chaussures avaient été ressemelées 2 fois. Elle ne partait jamais en vacances, ne sortait jamais le soir, ne recevait personne à dîner. Pas parce qu'elle n'aimait pas les gens, mais parce que chaque euro qui partait ailleurs était un euro qui manquait ailleurs. Noah et Théo grandissaient. Ils apprirent à marcher dans cette maison en pierre, à courir pieds nus sur le carrelage froid du matin, à reconnaître l'odeur du café de Marianne avant d'ouvrir les yeux. Ils l'appelaient Mamie. Ils ne demandaient pas après leurs parents, pas au début. Mais les questions vinrent, comme elles viennent toujours. Lentement d'abord, puis d'un coup, puis tous les jours. Noah posait ses questions le soir, allongé dans le noir après que Marianne avait éteint la lumière, comme si l'obscurité lui donnait le courage de dire ce qu'il n'osait pas dire en plein jour. « Mamie, pourquoi on n'a pas de papa comme les autres ? Mamie, il est où notre papa ? Mamie, il nous aime ?» Théo ne posait pas de questions avec des mots. Théo dessinait. Des hommes grands aux bras ouverts. Toujours le même dessin. Des dizaines de fois dans des cahiers différents, un homme grand aux bras ouverts et 2 petits garçons qui couraient vers lui. Il ne montrait jamais ses dessins à Marianne. Mais Marianne les trouvait. Pliés sous les matelas, glissés entre les pages des livres de classe, froissés au fond des poches des manteaux quand elle faisait la lessive. Elle les lisait, les replia, les remettait exactement là où elle les avait trouvés. Et la nuit, quand les garçons dormaient, elle s'asseyait à la table de la cuisine et regardait ses dessins étalés devant elle. Un homme grand, aux bras ouverts. Son fils. Que Théo n'avait jamais connu, et qui lui manquait quand même, de cette manière inexplicable dont manquent les gens qu'on n'a jamais eus. Marianne tenta de retrouver Lucas sérieusement, une fois, une seule. Ce fut quand Noah eut 7 ans et qu'il rentra de l'école un soir avec une feuille de dessin où il fallait représenter sa famille. Il avait dessiné Marianne, lui-même et Théo. 3 personnages. Autour d'eux, tous ses camarades avaient des papas, des mamans, des frères, des chiens, des maisons avec des jardins. Noah avait colorié sa feuille avec soin, avait appliqué la même couleur partout, sans dépasser. Mais dans un coin de la feuille, presque invisible, il avait dessiné un 4e personnage, beaucoup plus petit que les autres. Sans visage, juste une silhouette. Et à côté, il avait écrit en lettres d'enfant maladroites et appliquées « Papa, je sais pas ». Marianne regarda cette feuille longtemps debout dans le couloir. Noah était déjà passé dans la cuisine sans rien dire, comme s'il avait honte de l'avoir dessinée. Ce soir-là, après que les garçons furent endormis, Marianne prit son téléphone et appela le numéro de Lucas. Celui qu'elle n'avait pas effacé depuis 15 ans. Celui qu'elle composait parfois le soir sans jamais appuyer sur appel. Cette fois, elle appuya. Ça sonna 6 fois. Puis une voix de femme répondit. Jeune, surprise, un peu endormie. « Allô ?» Marianne ne dit rien. La femme répéta « Allô » 2 fois, puis raccrocha. Marianne resta avec le téléphone dans la main, regardant le mur de la cuisine. Il y avait une femme, une nouvelle, qui répondait sur le numéro de son fils à 22 heures. Ce qui voulait dire qu'il vivait. Ce qui voulait dire qu'il avait choisi une vie où ni elle ni ses enfants n'existaient. Elle posa le téléphone sur la table, éteignit la lumière et monta se coucher. Le lendemain matin, elle se leva à 5 heures comme d'habitude. Elle alluma le chauffage, elle prépara le café, elle découpa 2 tartines. Elle frappa doucement à 2 portes et attendit les bruits de l'éveil. Et elle n'appela plus jamais.
Parce qu'il y a des moments où on comprend que chercher quelqu'un qui ne veut pas être trouvé est une façon de se perdre soi-même. Et Marianne n'avait pas le droit de se perdre. Pas avec deux garçons qui dépendaient de ses mains crevassées et de ses 5 heures du matin. Ce qu'elle ne savait pas cette nuit-là, c'est que 8 ans plus tard, Lucas allait se réveiller. Que quelque chose allait se passer dans sa vie qui allait tout remettre en question. Qu'il allait chercher à son tour. Et qu'un matin, il allait se tenir au bout de cette allée de gravier avec le visage de quelqu'un qui croit revenir pour réparer. Sans savoir que ses fils dormaient à 10 mètres de lui depuis 12 ans. Lucas Voss n'avait pas disparu comme disparaissent les morts ou les perdus. Il avait disparu comme disparaissent les hommes qui ont honte. Lentement. En coupant un lien après l'autre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui puisse les ramener à ce qu'ils étaient avant. Il s'était installé à Lyon. Pas pour une raison précise, juste parce que Lyon était assez loin et assez grand pour recommencer sans que personne vous reconnaisse dans la rue. Il travaillait dans le bâtiment, vivait seul, mangeait seul, dormait seul. Pas par choix au début, puis par habitude, puis parce que la solitude était devenue la seule chose dans sa vie qui ne le décevait jamais. Il ne pensait pas à Chloé, il ne pensait pas à Marianne. Il était doué pour ça, pour fermer des portes à l'intérieur de lui-même et ne plus les ouvrir. Mais il y avait des nuits où ça ne fonctionnait pas. Des nuits où il se réveillait à 3 heures du matin avec quelque chose dans la poitrine qui n'avait pas de nom. Pas de la culpabilité exactement, quelque chose de plus diffus et de plus lourd. Comme quand on sait qu'on a oublié quelque chose d'important, mais qu'on ne sait plus quoi. Ce fut un accident de chantier qui changea tout. Une échelle mal fixée. Une chute de 3 mètres. Une épaule fracturée, 3 côtes fêlées, 6 semaines d'arrêt. Il rentra dans son appartement avec le bras en écharpe et s'assit sur le canapé. Et pour la première fois depuis des années, il n'avait nulle part où aller. La 2e semaine, il commença à vider des cartons qu'il n'avait jamais ouverts depuis son déménagement. Des cartons qui venaient de Metz, qui venaient d'avant. Dans l'un d'eux, il trouva une photo. 2 bébés allongés sur une couverture bleue, les yeux fermés, les poings serrés. Au dos, l'écriture de Chloé, petite et penchée vers la droite. Noah et Théo. 3 jours. Lucas resta assis sur le sol avec cette photo entre les mains sans bouger. Le bras en écharpe sur le genou, les yeux fixés sur ces 2 visages qu'il n'avait pas vus depuis qu'ils avaient 2 ans. Ils en avaient maintenant 17. Il fit le calcul 3 fois. Les chiffres ne changèrent pas. Il pensa à appeler Chloé. Il n'avait plus son numéro. Il pensa à appeler des anciens amis. Rien. Puis il pensa à appeler Marianne. Cette pensée-là, il la repoussa plusieurs semaines. Parce qu'appeler Marianne signifiait admettre qu'il avait eu tort. Que ce qu'elle lui avait dit ce soir-là à la table en bois n'était pas de la jalousie, mais quelque chose qui ressemblait à de la connaissance. Une connaissance qu'il n'avait pas voulu entendre, parce qu'il avait 27 ans, et qu'à 27 ans, on croit toujours qu'on sait mieux que sa mère. Un soir, il prit son téléphone et composa le numéro de la maison de Lorraine. Celui qu'il connaissait par cœur depuis l'enfance et qui n'avait jamais changé. Ça sonna 3 fois, puis la voix de Marianne, sèche, sans bonjour. « Allô ?» Lucas dit seulement « C'est moi, maman ». Marianne ne répondit pas immédiatement. Il entendit sa respiration changer, devenir plus courte, plus retenue, comme quelqu'un qui reçoit un coup et refuse de montrer que ça fait mal. Puis elle dit d'une voix qui ne tremblait pas mais qui aurait dû « Je sais ». Et elle raccrocha. Lucas rappela. Ça sonna dans le vide. Il rappela encore, même chose. Il comprit ce soir-là qu'un appel ne suffirait pas, qu'il fallait y aller. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Marianne avait raccroché parce qu'elle avait besoin de temps. Pas pour lui pardonner, mais pour préparer 2 garçons de 17 ans à entendre une vérité qu'elle leur cachait depuis qu'ils étaient assez grands pour poser des questions. Marianne n'eut pas ce temps. 3 semaines plus tard, elle sortit de chez elle un matin avec son sac en tissu et ses clés dans la main droite. Et il était déjà là. Ce matin-là commença comme tous les matins. 5 heures, le chauffage, le café, les 2 tartines, les 2 portes frappées doucement, les cartables. Noah et Théo partirent les premiers. Marianne les regarda traverser l'allée depuis la fenêtre. Le portail claqua, ils disparurent au bout de la route. Elle finit son café, prit son sac, ses clés dans la main droite, sortit. Le froid de novembre lui frappa le visage. Elle referma la porte derrière elle sans regarder devant. Puis elle leva les yeux. Il se tenait au bout de l'allée de gravier, les mains dans les poches, les cheveux grisonnants sur les tempes, des rides qu'elle ne lui connaissait pas.
Plus grand qu'elle se souvenait, ou peut-être que c'était juste le manteau sombre. Mais c'était lui. Marianne ne bougea pas. Lucas non plus. Ils se regardèrent depuis les deux extrémités de l'allée, comme deux personnes qui ont répété ce moment des milliers de fois et qui découvrent que tout ce qu'elles avaient préparé ne sert à rien. Lucas fit un pas en avant. Marianne sortit son téléphone. Il s'arrêta. La regarda composer le numéro. Et sur son visage apparut quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Pas de la colère, pas de l'incompréhension, de la résignation. Comme un homme qui s'attendait à être puni et qui voit la punition arriver sans essayer de l'éviter. Marianne raccrocha, rangea le téléphone et resta debout sur le seuil sans bouger, les clés serrées dans la main, regardant cet homme qui était son fils et qu'elle traitait comme un étranger. Lucas parla le premier, la voix basse, fatiguée, comme quelqu'un qui a conduit toute la nuit. Il dit « Maman, je sais pour les garçons ». Marianne sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Elle dit « Qu'est-ce que tu sais ?» Ce n'était pas une question, c'était une vérification. Lucas sortit une enveloppe de sa poche intérieure, blanche, froissée, ouverte et refermée de nombreuses fois. Il la tint entre ses doigts sans la montrer, juste là, comme une preuve qu'il n'avait pas envie d'utiliser. Marianne reconnut l'écriture sur l'enveloppe immédiatement. C'était celle de Chloé. Et elle comprit en une seconde que tout ce qu'elle avait protégé pendant 15 ans ne tenait plus qu'à ce qui allait se passer dans les prochaines minutes sur cette allée de gravier avant que la police arrive. La voiture de police arriva 7 minutes plus tard. 2 agents. Un homme, une femme. Ils garèrent le véhicule devant le portail et s'approchèrent lentement, évaluant la situation. Un homme debout dans une allée, une femme sur un seuil. Pas de cris, pas de violence. Juste 2 personnes immobiles dans le froid de novembre qui se regardaient sans se parler. L'agent demanda à Lucas ses papiers. Lucas les sortit sans discuter, sans même regarder l'agent, les yeux toujours fixés sur Marianne. L'agente s'approcha de Marianne, lui demanda doucement si elle le connaissait, si elle avait peur, si elle voulait qu'il l'éloigne. Marianne regarda l'agente, regarda Lucas, regarda l'enveloppe qu'il tenait toujours dans la main, et elle dit « Laissez-nous ». L'agente hésita. Marianne répéta d'une voix qui n'admettait pas de discussion. « Laissez-nous, s'il vous plaît. C'est mon fils ». Les 2 agents se regardèrent, restèrent encore 2 minutes sur le bord de l'allée, puis repartirent vers leur voiture sans s'éloigner complètement, restant là au cas où, moteur allumé. Le silence revint. Lucas avança de 2 pas, s'arrêta à 2 mètres d'elle, assez proche pour parler, assez loin pour ne pas effrayer. Il tendit l'enveloppe. Marianne ne la prit pas immédiatement. Elle la regarda entre ses doigts, comme si elle avait besoin d'une seconde pour décider si elle était prête à toucher ce qu'il y avait dedans. Puis elle la prit, elle l'ouvrit, sortit la lettre, une feuille, l'écriture de Chloé, petite et penchée vers la droite. Elle lut debout dans le froid, le vent lui soulevant légèrement les cheveux, sans bouger, sans changer d'expression. La lettre disait que Chloé était malade, que les médecins avaient parlé de mois, pas d'années, qu'elle avait besoin de savoir que Noah et Théo allaient avoir quelqu'un quand elle ne serait plus là, qu'elle avait cherché Lucas pendant des années, qu'elle l'avait finalement trouvé, qu'elle lui avait tout dit, les garçons, Marianne, ses 15 ans dans cette maison en pierre en Lorraine, qu'elle lui avait demandé pardon. Marianne plia la lettre, la remit dans l'enveloppe, la tint contre sa poitrine, les 2 mains serrées dessus, comme si elle voulait l'empêcher de s'envoler. Elle ne pleura pas, elle dit seulement « Depuis quand, tu sais ?» Lucas répondit « 3 semaines ». Marianne hocha la tête lentement. 3 semaines, depuis l'appel, depuis « je sais », et elle avait raccroché. Il savait déjà ce soir-là, et elle avait raccroché quand même. Lucas dit doucement « Où ils sont là maintenant ?» Marianne regarda au bout de la route, la direction que Noah et Théo avaient prise 20 minutes plus tôt, avec leurs cartables et leurs manteaux, sans savoir que leur père était là. Elle dit « À l'école ». Lucas ferma les yeux une seconde, les rouvrit, et pour la première fois depuis qu'il était arrivé au bout de cette allée de gravier, quelque chose dans son visage se brisa. Pas de façon spectaculaire, pas de larmes, pas de tremblement, juste une ligne autour de la bouche qui lâcha, juste les épaules qui descendirent d'1 centimètre.
Juste un homme qui comprend en entendant deux mots simples que ses fils existent vraiment, qui ne sont pas une photo floue dans un carton, qu'ils se lèvent le matin, qu'ils ont des cartables, qu'ils marchent sur cette route tous les jours depuis 15 ans à 10 minutes de là où ils se tenaient maintenant. Marianne le regarda se briser, et elle ne dit rien, parce qu'il y a des douleurs qu'on ne console pas parce qu'on n'a pas de compassion, mais parce que certaines douleurs appartiennent entièrement à celui qui les porte et qu'aucun mot ne peut y entrer. Puis Lucas dit la seule chose qui comptait vraiment. Il dit « Qu'est-ce qu'on leur dit ?» Et Marianne comprit à cette question que son fils n'était pas venu pour se battre. Pas pour accuser. Pas pour reprendre ce qu'il n'avait jamais vraiment tenu. Il était venu pour demander comment réparer. Marianne regarda la maison derrière elle, le portail en fer rouillé, l'allée de gravier, la fenêtre du premier étage avec les rideaux bleus. Elle dit « Entre ». Marianne fit du café, pas parce qu'elle avait soif, parce qu'elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains pendant que Lucas s'asseyait à cette table en bois où elle avait mangé seule pendant 15 ans. Il posa les coudes dessus et regarda la cuisine comme quelqu'un qui cherche à reconnaître un endroit qu'il n'a jamais connu. Il vit les deux cartables accrochés près de la porte, les deux paires de baskets alignées sous le banc, un devoir de maths épinglé au réfrigérateur avec l'écriture serrée de Noah et le commentaire du professeur en rouge dans la marge. Une veste oubliée sur le dossier d'une chaise, trop grande, celle de Théo qui prenait tout en grand depuis 2 ans. Lucas regarda tout ça sans parler. Marianne posa 2 tasses sur la table, s'assit en face de lui. Et pour la première fois depuis qu'il était arrivé au bout de l'allée, ils se retrouvèrent à la même hauteur, séparés seulement par cette table en bois et 15 ans de silence. Lucas dit « Comment ils sont ?» Marianne réfléchit une seconde. Pas parce qu'elle ne savait pas, parce qu'elle cherchait les mots justes pour décrire 2 garçons qu'elle connaissait mieux que sa propre respiration. Elle dit « Noah est silencieux, il observe tout, il dessine des hommes aux bras ouverts depuis qu'il a 5 ans, sans jamais montrer ses dessins à personne. Théo parle pour 2, il fait semblant que rien ne l'atteint, mais c'est lui qui pleure la nuit quand il croit que je dors. » Lucas écouta sans bouger. Marianne continua. Elle dit qu'ils étaient bons à l'école, que Noah voulait être architecte, que Théo ne savait pas encore, mais qu'il était doué de ses mains, comme son père. Elle s'arrêta sur cette dernière phrase. Lucas non plus ne bougea pas. Puis il demanda « Ils savent quelque chose ?»« Sur moi. » Marianne posa les 2 mains à plat sur la table. Elle dit « Ils savent qu'ils ont un père. Ils savent qu'il est parti. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas que tu ne savais pas qu'ils étaient ici. » Lucas hocha la tête lentement. Ils restèrent silencieux un moment. On entendait le vent dehors contre les volets, le réfrigérateur qui ronronnait, le bruit ordinaire d'une maison qui continue de vivre pendant que les gens à l'intérieur essaient de décider comment changer quelque chose d'énorme. Lucas dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on leur dise ?» Marianne le regarda, vraiment le regarda. Elle vit les rides autour de ses yeux. Elle vit les mains posées sur la table, larges, marquées par le travail, les mêmes mains qu'il avait à 27 ans. Elle vit un homme de 42 ans qui avait passé 15 ans à fuir et qui était là, maintenant, à cette table, en train de lui demander comment faire. Elle dit « La vérité, toute la vérité, ce soir quand il rentre. » Lucas releva les yeux. « Ce soir. » Marianne dit « Si on attend encore une nuit, on ne le fera jamais. » Lucas ne répondit pas. Il regarda la veste de Théo sur le dossier de la chaise. Il la regarda longtemps. Puis il hocha la tête une seule fois. Ils burent leur café en silence. À 17h30, le portail de gravier s'ouvrit. Le portail s'ouvrit à 17h30 exactement. Noah entra le premier, le manteau ouvert, les écouteurs autour du cou. Théo derrière lui, plus grand d'une tête, le sac sur une épaule. Ils parlaient de quelque chose, une histoire de cours, une blague entre eux. Ils riaient encore quand ils poussèrent la porte de la cuisine. Puis ils s'arrêtèrent. Un homme était assis à leur table. Un homme qu'ils ne connaissaient pas. Grand, les cheveux grisonnants, les mains posées à plat sur le bois. Il les regarda comme regardent les gens qui ont attendu quelque chose très longtemps et qui n'arrivent plus à croire que ça arrive vraiment. Noah regarda Marianne. Théo regarda l'homme. Marianne dit doucement « Asseyez-vous, mes grands. » Ils s'assirent, lentement, sans quitter l'homme des yeux. Marianne prit une grande inspiration.
Et pour la première fois en 15 ans, elle dit à voix haute ce qu'elle avait porté seule toutes ces années, sans détour, sans mensonge, sans chercher ses mots. Elle dit qui était cet homme. Elle dit pourquoi il était parti. Elle dit pourquoi il ne savait pas. Elle dit ce qu'elle avait fait et pourquoi. Elle dit tout. La cuisine était silencieuse comme elle ne l'avait jamais été. Théo regardait la table, Noah regardait l'homme. Lucas ne bougea pas pendant tout ce temps. Il laissa Marianne parler. Il attendit qu'elle finisse. Et quand elle finit, il dit d'une voix qui ne tremblait pas, mais qui aurait dû. « Je ne cherche pas à être votre père. Je sais que je n'ai pas ce droit, je suis venu parce que vous méritez de savoir que vous existez pour moi. Que vous avez toujours existé, même quand je ne le savais pas moi-même. » Silence. Puis Théo leva les yeux, le regarda droit dans les yeux avec cette façon qu'il avait de regarder les choses en face quand il avait décidé de ne pas avoir peur. Et il dit d'une voix trop calme pour ses 17 ans, « Pourquoi tu es revenu maintenant ?» Lucas répondit, « Parce que j'aurais dû revenir avant. » Théo hocha la tête, se leva, prit sa veste sur le dossier de la chaise et sortit de la cuisine sans rien ajouter. Noah resta. Il regarda Lucas encore un long moment, puis il dit une seule chose, lentement, comme quelqu'un qui pose une question à laquelle il connaît déjà la réponse, mais qui a besoin de l'entendre quand même. Il dit « Tu vas repartir. » Lucas regarda son fils. Ce garçon aux yeux sombres qu'il avait vu pour la dernière fois à 2 ans et qui était maintenant assis en face de lui, avec les épaules larges et les mains posées sur la table, exactement comme les siennes. Il dit « Non. » Noah le regarda encore 3 secondes. Puis il se leva à son tour et sortit. Marianne et Lucas restèrent seuls dans la cuisine silencieuse. Le réfrigérateur ronronnait, le vent frappait les volets. Dehors, on entendait des pas sur le gravier, Théo qui marchait dans le jardin pour être seul avec ce qu'il venait d'apprendre. Marianne dit sans le regarder « Il faudra du temps ». Lucas dit « Je sais ». Elle dit « Beaucoup de temps ». Il dit « Je sais ». Elle se leva, prit les tasses vides, les posa dans l'évier, et d'une voix fatiguée, la voix d'une femme qui a porté trop longtemps un poids trop lourd et qui sent pour la première fois qu'une autre paire de mains est là, elle dit « Tu dors ici ce soir ». Ce n'était pas une question. Lucas ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Il y a des mères qui portent seules ce que personne d'autre ne veut porter, qui se lèvent avant le soleil, qui mentent pour protéger, qui attendent sans rien demander pendant des années, qui appellent la police sur leur propre fils parce que c'est la seule façon qu'elles ont trouvé de gagner encore quelques minutes avant que tout change. Et qui finissent par dire « entre » parce que malgré tout, malgré les 15 ans et le silence et le gravier froid et la lettre de Chloé et les dessins d'hommes aux bras ouverts cachés sous les matelas, malgré tout ça, c'est encore leur fils. Si vous connaissez une femme comme Marianne, une mère, une grand-mère, quelqu'un qui a tout porté sans rien demander, laissez son nom ici dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, vous savez quoi faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin.